J'ai une question un peu difficile, mais je te la pose. Est-ce que tu saurais mettre des mots sur les émotions que tu ressens quand tu joues aux échecs? Ah oui, waouh. Lui, c'est Julien Song, maître international d'échecs et créateur de contenu sur les échecs depuis 4 ans. Il cumule plus d'1,5 million d'abonnés sur l'ensemble des plateformes à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Moi, j'ai toujours une relation extrêmement complexe avec les échecs, d'amour-haine. C'est le cas pour beaucoup de joueurs ou de sportifs qui ont pratiqué leur activité à un niveau élevé. Parce que, en fait, bien sûr, quand on débute, on a la passion, on est animé par la passion, mais très vite, au bout d'un moment, quand on le fait à haut niveau, les résultats prennent énormément d'importance et l'importance des résultats, elle prend le dessus sur le plaisir de pratiquer. Et donc finalement, très souvent, la performance va plutôt être vécue comme un soulagement et non pas un accomplissement de soi. Et quand la performance n'est pas là, bah, finalement, on peut même arriver à un stade où on déteste sa passion. Et donc moi, quand je pratique les échecs à haut niveau, j'ai beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété que la performance ne soit pas au rendez-vous, que je perde contre quelqu'un qui est considéré comme moins bon que moi. Donc il y a cette anxiété et ensuite tout ce qui est associé avec, c'est-à-dire que est-ce que j'ai fait les bons choix? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon entraînement? Et donc il y a tout ce cycle infernal qu'on a peur qu'il soit enclenché dès que la défaite interdite finalement elle a lieu, quoi. Et jusqu'à un stade où des fois on se dit mais pourquoi je joue aux échecs? D'accord. Et ça me fait vraiment penser à Naomi Osaka. Elle a été numéro 1 mondial au tennis et à un moment elle a fait une conférence de presse où elle est en larmes et elle dit si je perds je suis triste et si je gagne je suis pas contente, je suis juste soulagée. Donc au final elle est jamais contente. Et c'est souvent le problème quand on pratique une activité à haut niveau et c'est pour cela que finalement quand tu m'as dit comment je me ressens devant l'échiquier, des fois le premier mot qui vient en tête c'est anxiété, quoi. Malheureusement. Je comprends, je comprends. Est-ce que tu aurais des conseils à un jeune aujourd'hui qui commence à jouer aux échecs et qui est dans la phase de plaisir, ou en tout cas, alors parfois le problème des jeunes qui commencent aux échecs, c'est qu'ils perdent beaucoup au début. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui débute aux échecs? Je pense que c'est vraiment important de garder le plaisir et moi-même je le vois avec le coaching, c'est-à-dire que j'ai coaché mais des centaines, peut-être des centaines et des centaines d'élèves différents et je me rends bien compte que en fait il y a une sorte de moment où en fait il y a une lassitude et une perte de motivation qui peut avoir lieu et elle coïncide souvent avec un moment où les résultats ils sont un peu stagnants. Et bien sûr, c'est le moment difficile et là il y a beaucoup de joueurs qui lâchent et en fait c'est très souvent parce qu'ils ne pratiquaient pas pour les bonnes raisons. Donc c'est important de garder le plaisir, peut-être d'y associer aussi d'autres avantages, tu vois, ça peut être ok, je joue aux échecs aussi parce que je trouve que ça travaille bien le cerveau, etc. Ça peut être pour différentes catégories de personnes, on n'a pas tous les mêmes motivations, des fois pour d'autres ça peut être ok, les échecs ça me permet aussi de rencontrer du monde, ça me permet de garder peut-être du lien familial avec des gens avec qui peut-être ça me donne un prétexte pour créer une rencontre, une occasion, quoi. Il faut associer des éléments à la pratique du jeu qui permettent de rendre ça sympa et que ça ne soit pas juste la performance pour la performance. Je trouve que c'est le plus important, en tout cas pour les jeunes qui recherchent à être des compétiteurs, quoi. Et même récemment, j'ai joué par exemple avec le numéro 1 français top 6 mondial Alireza Firouzja et lui-même me disait dans mon entraînement, je veux toujours que ce soit fun parce que sinon en fait finalement il va pas tenir sur la durée, quoi. Donc finalement même les tops mondiaux, ils n'oublient jamais la recherche du plaisir. Est-ce que les échecs pour toi, est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est un art? C'est une bonne question. Pour moi, c'est un sport, un art et un jeu. T'as dit un jeu, c'est ça? Ouais. Et souvent, des fois, on dit une science aussi. C'est vrai. Voilà, souvent, les gens disent c'est un jeu, un art, une science, un sport. Je trouve que ça a un peu un mélange de tout ça. Et il y a différents éléments qui le montrent. Le sport, alors l'exemple que j'aime bien prendre, c'est les champions d'échecs. Quand il y a peu de temps à la pendule, on prend souvent le pouls de ces champions et ils sont à 170 battements par minute.
Donc bon, là il y a un aspect clairement sportif. Le jeu, bon bah ça s'appelle jeu d'échecs, donc c'est un jeu. Et le côté art, bah il y a vraiment une beauté quoi. Des fois il y a des combinaisons qui dépassent l'entendement et juste les joueurs sont éblouis par la beauté que procure cette combinaison. C'est les fameux coups brillants hein, dans les échecs. Il suffit d'être un petit peu dans le milieu des échecs et on parle non-stop des coups brillants. Et dès que vous avez un pote qui joue aux échecs et vous détestez les échecs, il va s'exclamer dans le salon et dire « j'ai joué un coup brillant !» Et en fait, vraiment là, on sent qu'on est touché par la beauté d'une combinaison. Et sinon, l'aspect science aussi, il est présent. Et par exemple, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, elle s'est notamment développée à un moment en voulant battre les humains aux échecs. Et c'est par exemple le fameux logiciel Deep Blue qui a été créé par IBM et en 97, ils ont battu Garry Kasparov. Et c'est un petit peu les prémices quoi, de l'IA que l'on connaît beaucoup plus puissante aujourd'hui. Et donc ça a été aussi un terrain de jeu, les échecs, pour les scientifiques. Il y a aussi un lien souvent qu'on fait entre les échecs et les maths, les mathématiques. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que si on est bon en maths, on est bon en échecs? Si on n'est pas bon en maths, on est mauvais en échecs? C'est quoi le lien entre les deux finalement? Je trouve qu'il y a un lien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des recherches scientifiques qui le démontrent, mais moi, juste mon expérience personnelle. Donc, je suis maître international d'échecs, donc je connais assez bien le milieu des échecs à haut niveau en France. Donc, j'ai beaucoup de pairs qui sont maîtres ou grands maîtres. Et bizarrement, il y a quand même beaucoup de profs de maths. Hein, il y a un nombre anormalement élevé de profs de maths parmi les maîtres et grands maîtres français. Donc je pense que déjà rien que ça montre qu'il y a un petit lien. Et puis même en fait dans la façon dont on réfléchit aux échecs, il y a vraiment ce côté on va calculer 1, 2, 3, 4, 5 coups à l'avance, envisager différents scénarios. Quand on rencontre un problème dans un scénario, on va revenir en arrière et on va essayer de résoudre le problème. Il y a vraiment cet aspect de capacité à résoudre des problèmes avec une approche extrêmement scientifique où on a des hypothèses, on les teste, ça fonctionne pas, je reviens en arrière, je vais d'abord insérer ce petit coup, peut-être que ça va tout changer, tout d'un coup ça fonctionne et finalement l'hypothèse que je voulais tester elle est vérifiée. Il y a vraiment ça aux échecs. Ouais, il y a un rapport au temps, moi je trouve, aux échecs. C'est un peu l'inverse du yoga. Le yoga, on nous dit qu'il faut être concentré sur l'instant présent. Les échecs, au contraire, il faut être dans le futur, savoir ce qui va se passer, imaginer les différentes possibilités, quoi. Ouais, et il y a vraiment un vrai rapport au temps. Et Kasparov, donc l'immense champion Garry Kasparov, champion du monde de 1985 à l'an 2000, il disait qu'il y avait souvent 3 temps aux échecs. Il y a le temps, bien sûr, l'horloge, il est 15h, 16h, 17h, la partie dure depuis 2 heures. Il y a le temps à la pendule. Ah mince, il me reste 5 minutes, il faut que je me dépêche parce que si j'arrive à 0 secondes, je vais perdre la partie. Et puis il y a aussi le temps qui s'écoule sur l'échiquier. Pour atteindre cet objectif stratégique, pour le maître échec et maths, il me faudrait 1 coup, 2 coups, 3 coups. Et le temps, en fait, aux échecs, sur le plateau, il se calcule en nombre de coups. Donc par exemple, si quelque chose me prend 4 coups, ça prend beaucoup de temps. Si quelque chose me prend un seul coup, là, ça me prend peu de temps. Donc en fait, le temps, il est présent sous plein de formes différentes aux échecs. Et là, on l'a vu de 3 façons. C'est intéressant ça. Est-ce que toi, alors je dis toi, mais en fait, est-ce qu'un bon joueur d'échecs, finalement, ça impacte sa perception du temps? C'est-à-dire qu'à force de jouer aux échecs, est-ce que toi, tu as senti justement dans ta vie de tous les jours un impact dans la façon dont tu vois les choses? Moi, ça m'a vraiment aidé les échecs, je pense, au niveau notamment de la gestion de l'instant présent et ce rapport au temps, au présent, au passé, au futur, notamment quand j'ai fait appel à un préparateur mental pour essayer de mieux performer. C'est-à-dire que très souvent, le problème qui se passe aux échecs, c'est qu'on n'est jamais dans l'instant présent. C'est-à-dire que soit on va regretter la dame qu'on a donnée en un coup gratuitement comme un débile, il y a 2 coups, et en fait on n'est pas dans l'instant présent, on se dit « mais comment c'est possible qu'il y a 2 coups, j'ai pu donner ma dame, maintenant je vais perdre la partie ». Soit on va être dans le futur et on va se dire « non mais là, ça sert à rien de continuer, c'est sûr que je vais perdre ». En fait on est en train de se projeter dans un résultat futur, et donc en fait constamment, on est là avec nos démons et cette psychologie qui fait que soit on ressasse une erreur passée, soit on se projette dans un futur qui n'est pas désirable et finalement, on n'est pas là dans l'instant présent et c'est ça qui compte pour essayer de bien jouer aux échecs. Ce qui compte, c'est pas le coup qu'on va faire dans 5 coups et c'est pas non plus l'erreur qu'on a faite il y a 5 coups parce qu'elle est déjà commise. Ce qui compte, c'est quel coup je vais jouer là maintenant sur l'échiquier et donc
la préparation mentale associée aux échecs, ça m'a beaucoup aidé à constamment essayer de revenir dans l'instant présent. Et finalement, c'est là où mon rapport au temps, je pense qu'il a évolué grâce aux échecs et à la préparation mentale. C'est hyper intéressant parce que je n'avais pas du tout cette perception. D'ailleurs, je disais que c'était l'inverse du yoga. En fait, c'est comme le yoga. Le fait d'être dans l'instant présent, pour moi, ça me paraît étonnant aux échecs, puisqu'il faut quand même penser à ce qui va se passer, ou je me trompe. Comment on peut être dans l'instant présent, sachant que le cerveau est censé réfléchir à ce qui va se passer? Ouais, bien sûr, je pense qu'il faut une sorte de projection sur les futurs scénarios, mais pas y associer de jugement. C'est-à-dire que ok, j'anticipe un coup, 2 coups, 3 coups à l'avance, mais allez, il ne faut pas se dire que dans 3 coups, ah ça y est, je suis foutu, je vais perdre la partie. Et très souvent, en fait, on a tendance à aller regarder dans le futur, mais à automatiquement y associer un jugement qui va être lié à une victoire ou une défaite. Et ça, c'est très mauvais pour la performance dans l'instant présent, parce qu'en fait, on est en train, avec le cerveau, d'imaginer des scénarios qui n'aident pas concrètement à jouer bien le prochain coup. Donc, je pense que ouais, c'est utile d'anticiper plusieurs coups à l'avance, et c'est même nécessaire pour bien jouer aux échecs. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas y associer de jugement sur le résultat de la partie, quoi. Il y a un truc que les gens ne savent pas tous forcément, ceux qui jouent aux échecs à un certain niveau le savent, mais ceux qui jouent aux échecs comme ça, en général ils ne jouent pas avec une pendule. Mais effectivement, quand on regarde les parties d'échecs de haut niveau, il y a une pendule. À quoi elle sert la pendule aux échecs finalement? Elle est très utile, parce que le problème c'est que s'il n'y a pas de pendule, l'adversaire il peut juste décider de ne plus jouer. Et en fait, imaginez, il est à un coup de l'échec et mat, l'adversaire décide de ne plus jouer, il fait semblant de réfléchir 2 jours. Bah là, comment on fait? On est sans solution. Et cette pendule, je l'adore aux échecs parce qu'en fait, constamment, elle est là, elle nous met sous pression. Il faut jamais arriver à 0 secondes, sinon on perd la partie. Et donc, ce qui est incroyable avec les échecs, c'est que les échecs, il y a un nombre de possibilités qui est infini. Souvent, on parle du nombre de Shannon, 10 puissance 120. C'est le nombre de parties d'échecs possibles et qui ont un sens échiquien. Et c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers observable. Et en fait, d'un côté, on a l'immensité des possibilités, et de l'autre, on a un temps extrêmement limité. Et donc, ce qui est intéressant avec les échecs, c'est qu'il faut prendre des décisions constamment en n'ayant jamais toutes les informations. Et ça, c'est horrible. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on fait le parallèle avec la vie, c'est que la vie, en fait, des fois, on ne sent pas vraiment cette pendule qui est là et qui nous dit il faut que tu te dépêches et que tu prennes une décision. Il y a beaucoup de décisions. La vie, c'est un peu ça. Hein, c'est un champ de possibilités infinies. Et il y a beaucoup de décisions qu'on ne prend pas parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de pendule qui tourne. Et des fois, finalement, on va procrastiner et 1 an, 2 ans plus tard, la décision n'est toujours pas prise. Ce que j'aime bien avec les échecs, c'est que en fait, ça nous met face à nos démons. Des fois, il n'y a pas de bon scénario et il faut quand même décider. Les échecs, c'est aussi une culture et un apprentissage. C'est-à-dire que les joueurs d'échecs apprennent les parties du passé, apprennent des ouvertures. Il y a tout un tas de noms sur des ouvertures, c'est-à-dire les débuts de partie. Ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte je sais pas comment dire, d'histoire, en fait. Ouais, bien sûr. Alors l'exemple que j'aime bien donner, c'est que dans les bases de données, on a des parties qui ont été jouées par Napoléon, par Jean-Jacques Rousseau. C'est quand même phénoménal quand on y pense. Les échecs n'ont pas changé depuis l'époque où Jean-Jacques Rousseau et Napoléon y jouaient. Il n'y a pas eu de patch, il n'y a pas eu de V2, de V3. Et franchement, ça fait plaisir. C'est un jeu qui a 1500 ans et il est là pour durer. Et il a un boom aujourd'hui alors qu'il n'a pas changé depuis des décennies et des siècles, quoi. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans les échecs, c'est que je trouve que ça nous inculque un profond respect de l'histoire et de l'importance de l'histoire. Et c'est vrai qu'on est peut-être à une époque où des fois on oublie l'histoire qu'on a vécue par le passé, quoi. Et un exemple, c'est que par exemple, moi, pour apprendre les échecs, des fois on va apprendre comment les champions ils ont joué par le passé. Et par exemple, on va dire, ok, là, tu as une ouverture gambit dame, structure Carlsbad, ça... Kasparov-Portiche, 1968, Kasparov avait mis son cavalier en D6. Et donc dans ce genre de position, en 2025, on va continuer à mettre le cavalier en D6 parce qu'en 1968, Kasparov a montré la voie. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que en fait, il y a un profond, je sais pas, il y a un respect des aînés, il y a un respect de l'histoire, il y a un respect de
cette compréhension que l'humanité, à force d'efforts et de travail à travers plusieurs décennies, elle a amélioré sa compréhension du jeu d'échecs et que petit à petit, on tend vers un jeu de plus en plus parfait. J'aime bien toute la symbolique de l'histoire aux échecs et comment l'histoire permet aux jeunes générations d'apprendre à mieux jouer aux échecs en s'inspirant de leurs aînés, quoi. Ce qui est marrant aux échecs, c'est qu'on parle de style. Oui. Comment ça se fait qu'il y a un style de jeu d'échecs? Ça consiste en quoi le style aux échecs? Oh, ok. En général, j'aime bien utiliser la métaphore avec les deux animaux totalement opposés. D'un côté, on va dire allez, le lion et de l'autre, le boa. Et donc, si tu veux, il y a deux styles principaux. Soit tu es un boa, soit tu es un lion. Si tu es un lion, tu vas attaquer ton adversaire à la gorge et tu vas être extrêmement agressif. Ou bien tu es un boa. Le boa, il va venir petit à petit et finalement, il va t'étouffer et tu vas même pas te rendre compte que tu vas perdre. Et il y a vraiment ces deux oppositions de style. Moi, personnellement, je suis un boa. Imagine, tu as deux personnes que tu ne connais pas, mais tu les regardes jouer aux échecs. Est-ce que tu penses qu'en regardant la façon dont ils jouent, tu vas connaître un peu mieux leur personnalité? Ah, tu veux dire dans la vie? Ouais. Ah, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un lien parce que, par exemple, il y a des exemples de joueurs qui sont extrêmement agressifs et qui, dans la vie, sont très calmes, tu vois. Qui est-ce qu'on pourrait citer? Peut-être un Richard Rapport. Hein. J'ai une vidéo sur YouTube, d'ailleurs c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Il ressemble un peu à Kurt Cobain, c'est pour ça peut-être que c'est la vidéo la plus vue, et il a battu Magnus Carlsen. Ce joueur est réputé pour être extrêmement fantasque, créatif et agressif, et pourtant dans la vie il est extrêmement calme. Et donc là on a un contre-exemple où on voit que finalement le joueur a un style opposé à sa personnalité dans la vie, mais des fois ça correspond, mais je pense qu'il n'y a pas de lien étroit entre les deux, quoi. Cette vidéo-là, avec, je connais mal son nom, Kurt Cobain, disons. Ouais. Comment il s'appelle? Richard Rapport. Richard Rapport. Et il arrive en retard, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Magnus Carlsen est connu justement pour être un peu fantasque, pour lui-même arriver parfois en retard dans les parties, mais c'est évidemment volontaire. Hein, c'est pour peser un peu sur le mental. C'est pas il arrive en retard parce qu'il s'est pas réveillé. Ouais. Et là, c'est le cas inverse. C'est-à-dire que l'autre arrive en retard, il perd même du temps, parce qu'on pourrait imaginer que ça soit... Et puis, quelque part, il rentre dans la tête de son adversaire. Ça, le mental, c'est important aux échecs, quoi. C'est extrêmement important, le mental, parce que c'est un jeu où pour réfléchir, on doit utiliser notre cerveau et notre mental. Et donc forcément, si le cerveau, il commence un petit peu à partir en vrille, forcément ça va impacter la réflexion. Et aussi, il y a un autre élément que souvent on néglige, c'est le langage corporel. Je pense qu'on peut prendre l'exemple du poker. Là, on a davantage l'habitude de se dire « Ah, attention, le poker, j'ai vu là, peut-être au niveau de son sourcil, de ses joues, j'ai vu un petit mouvement et donc peut-être qu'il bluffe. » Ça, je pense que le grand public a l'habitude. Mais en fait, c'est aussi extrêmement présent aux échecs. Par exemple, je suis confiant devant l'échiquier, je suis en train de battre mon adversaire. Ou ça se trouve, je ne suis pas du tout en train de le battre, mais j'ai envie de bluffer. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais prendre la bouteille d'eau à côté, je vais commencer à l'ouvrir et la boire. Ça, c'est pour juste dégager, par exemple, le fait que ouais, là, je suis confiant. Pas besoin de réfléchir, je bois ma bouteille d'eau. Et plein de petits gestes que l'on fait souvent aux échecs, juste pour montrer à l'adversaire qu'on est extrêmement confiant, mais des fois, ça peut être un bluff.